L'armement, la course à l'armement, effectivement, chacun des belligérants a des soucis de gestion des stocks, on l'a déjà vu, des soucis de stock même très clairement. Alors on verra dans un instant effectivement avec Cédric que les Russes ne sont pas en reste, hein, l'annonce date d'hier soir, mais d'abord on va se concentrer sur les Ukrainiens avec une interview du ministre ukrainien de l'Industrie. Regardez, il assure que la production d'armement en Ukraine a doublé en un mois seulement. Nous renforçons, dit-il, la force de l'Ukraine en tant que fabricant d'armes. Nous avons déjà eu nos premiers succès, je ne peux pas en dire plus, mais l'accent est mis sur la production de missiles. Ça veut dire, Ala, que l'Ukraine a encore les moyens de produire. Avec quelle matière première d'ailleurs ? L'Ukraine a les moyens de produire. L'Ukraine a beaucoup de difficultés de produire parce que n'importe quel site se trouve être un cible logique de la Russie, bien sûr, qui ne cherche que viser des sites justement de production militaire. Et les Ukrainiens, oui, les matières premières, ça se trouve parce que l'Ukraine ne subit pas des sanctions. Donc l'Ukraine, l'économie ukrainienne, a l'accès à tous les marchés du monde. Il y a bien évidemment les partenaires qui aident, qui participent aussi au renforcement ou aussi au développement de certaines nouvelles branches dans la production militaire industrielle. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des missiles qui ont été développés par les équipes ukrainiennes. Il y a aussi les drones qui sont d'une portée assez longue, jusqu'à 700 km, qui ont déjà été testés en Russie il y a quelques temps. Il y a aussi d'autres différentes... Mais dans tous les cas, il faut dire que l'Ukraine a un très grand passé d'une puissance, je dirais, militaire industrielle. Parce qu'à l'époque de l'Union soviétique, l'Ukraine était à la tête de production de chars, de production de blindés, de production des avions en Union soviétique. Mais avec la disparition de l'Union soviétique et après avec le démantèlement de la puissance militaire ukrainienne, l'Ukraine se retrouve un peu démunie de tout ça. Sauf qu'elle a beaucoup d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a le savoir-faire, il y a la tradition, il y a même les usines. Mais sauf qu'il faut tout ça réanimer, donner les moyens. Et vous voyez, nous sommes en situation de guerre. Les moyens, tous les moyens vont à la guerre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un exploit immense. Dans l'histoire du monde contemporain, aucun pays n'a jamais vécu ce que vit l'Ukraine aujourd'hui. Mais puisque vous parlez d'invention et de ces ingénieurs ukrainiens qui sont effectivement extrêmement inventifs, on a trouvé, c'est Elliot Modins qui est formidable, qui travaille pour l'émission, qui a trouvé ça sur Internet. C'est un exemple, il doit y en avoir beaucoup plus au travers du pays. Un exemple des armes en fabrication. Vous avez évoqué des drones tout à l'heure. Eh bien, il y en a un qui s'appelle le Circo. Alors, ce sont deux jeunes hommes qui ont monté cette entreprise le 24 février 2022. Et depuis, l'Ukraine a lancé la production en masse de la production de ce drone. Il est très efficace, il n'est pas cher. Regardez quelques images. Alors voilà, il s'appelle le Circo. Alors il est capable de trouver des cibles à une distance de 65 km. Il peut transmettre des vidéos à une distance de 25 km. Il ne coûte que quelques milliers de dollars. Et alors figurez-vous que vous comme moi, on peut aller en acheter sur le site. On est allé faire l'expérience avec Elliot justement tout à l'heure. Vous allez sur le site, on vous explique tout. Puis alors il y a plusieurs offres. Vous pouvez en acheter un tout seul pour 3 000 $, un plus la transmission pour 4 000 $, deux plus la transmission pour 6 500 $. Vous cliquez, vous rentrez vos coordonnées, votre adresse et le drone arrive chez vous. Ça c'est quand même un exemple. C'est incroyable. Et donc, ils ont lancé, effectivement, en grande quantité, la production de ce drone. Et alors là, ce qui est intéressant également, c'est que le ministre de la Défense, le ministre de l'Industrie ukrainien, il s'adresse aux investisseurs étrangers, assez malin. Et il dit, si les étrangers décident de produire en Ukraine pendant la guerre, ils pourront tester leurs produits sur le champ de bataille. Ça leur donnera à leur tour la possibilité de l'améliorer. Pas bête, hein, quand même, monsieur l'ambassadeur. Quand on sait que le Rafale n'avait pas été testé dans des conditions, etc., etc. Mais je crois qu'en effet, il y a énormément de compétences en Ukraine, comme Ala vient de le dire, des compétences anciennes qui datent de la division socialiste du travail à l'époque soviétique. L'Ukraine était chargée de faire beaucoup d'armement et aussi dans le domaine aéronautique. Et puis il y a les jeunes qui, en effet, comme là, ce que vous nous montrez là, des ingénieurs qui sont capables d'inventer de nouveaux produits. Et alors effectivement, le deuxième volet, c'est qu'il y a des entreprises d'armement de divers pays européens qui s'intéressent à investir là-bas.
Aller pour s'installer, développer avec les Ukrainiens des produits, en effet, qui pourraient ensuite se vendre sur le marché mondial, bien sûr. Quand on vend une arme sur le marché mondial, évidemment, c'est encore mieux si elle a été testée dans les conditions réelles. On est d'accord, Catherine, hein? Ah bah c'est capital. Ouais. Effectivement, alors l'Ukraine, à son corps défendant, est devenue un salon de l'armement en situation réelle, justement, ce qui est un atout pour les vendeurs d'armes. Ah là, un jour, on fera sûrement le bilan de la somme qu'aura représenté tous ces armements en Ukraine, c'est des milliards et des milliards. Hein. Donc l'enjeu, effectivement, est considérable. Et les Ukrainiens auront un argument de plus en disant en effet qu'ils l'ont testé sur le champ de bataille et que là, c'est évidemment, ça donne plus de valeur Et oui, on peut l'améliorer, aux armes. etc., Alors, etc. il faut espérer quand même qu'ils vérifient un peu qui commande sur Internet tel et tel drone, parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Mais effectivement, sûrement qu'à la fin de la guerre, les Ukrainiens auront acquis une telle expérience et une telle compétence qu'ils pourront s'aligner face à des grandes industries d'armement pour vendre leur création, si je peux appeler ça comme ça. Il disait la semaine dernière, les Ukrainiens, Patrick, vous verrez que quand on aura intégré l'OTAN, ce sera nous qui serons la première armée de l'OTAN et c'est nous qui formerons les soldats de l'OTAN, tellement on aura eu acquis en compétences. J'aime bien l'humour des Ukrainiens. C'était en forme de clin d'œil. Voilà, mais bon, tout à fait, ce qui est important, mais il faut se dire une chose, c'est que heureusement, entre guillemets, qu'il y a des terrains de guerre, parce que c'est là qu'on teste majoritairement et de façon privilégiée les armements. C'est là qu'on voit la capacité des armements, leur technicité, etc. Et la formation avec les ingénieurs. Il y a toujours des terrains de guerre, et c'est la machinerie de l'armement, c'est l'industrie de l'armement. Il faut toujours des endroits pour les tester dans des conditions réelles. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que ces deux hommes ont monté leur boîte le jour de l'invasion. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une réactivité incroyable. Alors, côté russe, ils sont extrêmement compétents. Ouais. Il y a des ingénieurs très très compétents. Ouais, L'Ukraine est très forte sur ce point. Oui. Alors côté russe, on n'est pas en reste évidemment, et Cédric nous a rejoint. Les Russes, ils ont fait hier d'ailleurs, Cédric, des annonces assez spectaculaires aussi. Hein. Oui, et à les entendre, à les croire, la machine de production de munitions, notamment, est en train de fonctionner à plein régime. En plus d'accélérer la fabrication d'armements militaires, le pays sortirait chaque mois autant de munitions que pour l'ensemble de l'année 2022. C'est ce que disent donc les agences de presse russes qui relaient les propos du vice-premier ministre russe chargé de la défense. On va le voir, depuis le début de l'année, de nombreux types d'armes et d'équipements militaires spéciaux sont déjà produits dans des proportions bien supérieures à celles de l'année dernière. Denis Mantourov, qui est aussi ministre de l'Industrie, ça tombe plutôt bien. Il ajoute, en ce qui concerne les munitions, nous atteignons désormais un niveau où les livraisons pour un mois dépassent donc le total des commandes de l'année dernière. En Russie, ce sont donc toutes les entreprises du secteur de la défense qui seraient mobilisées. Un effort de guerre qui fait écho d'ailleurs aux propos de Sergueï Shoïgu. C'était en mai dernier lors d'une réunion avec des officiers. Voici ce que le ministre de la Défense assurait. Les dirigeants russes ont donné pour tâche aux entreprises de l'industrie de la défense d'augmenter le rythme et le volume de production. Les mesures nécessaires ont déjà été prises, des mesures qui donc quelques semaines plus tard semblent en tout cas avoir porté leurs fruits. Alors ce qui est important, c'est évidemment que la Russie communique sur ces chiffres-là. C'est aussi évidemment une façon de répondre aux Occidentaux. Oui, alors on sait que l'Ukraine reçoit beaucoup de matériel de l'Occident, mais en termes de munitions, Kiev, on le sait aussi, souffre de sous-investissement européen dans le domaine militaire. Mais début juillet, en effet, l'Union européenne a signé en urgence un accord pour booster la production. Cette action de soutien à la production de munitions, ASAP, c'est son petit nom, vous me direz ça ne s'invente pas. Eh bien, ce plan prévoit un financement de 500 millions d'euros des États membres pour accélérer donc la fabrication, vous le voyez, de munitions sol-sol, de munitions d'artillerie, ainsi que de missiles. Et l'Ukraine, évidemment, en a bien besoin de reconstituer ses stocks dans une guerre qui est très gourmande en munitions. Pour donner une idée, mercredi, le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak, déclarait que son armée utilise quotidiennement au moins 5000 obus d'un même type. Alors juste à titre de comparaison, la production annuelle du français, un géant industriel Nexter, en obus de gros calibre, eh bien c'était 40 000 munitions en 2022. Ça fait seulement 8 jours de combat pour l'armée ukrainienne. Une goutte d'eau. De tenir très longtemps, effectivement. Merci beaucoup, Cédric. Il y a certainement quelque chose aussi, Catherine, qui est, j'allais dire, quasiment culturel. C'est que en Russie, on a des stocks, on avait en tout cas au début de la guerre, des stocks mais colossaux de munitions.
Oui, parce que contrairement aux Français notamment, les Soviétiques et puis les Russes ensuite ne se sont jamais défaits de leur stock d'armement. C'est-à-dire que en France, par exemple, les armes, au bout d'un certain délai, non seulement ne sont plus utilisées, mais peuvent même être détruites, Oui, ou ne c'est sont ça. plus fabriquées. C'est pour ça qu'on a assisté à ce décalage énorme entre les stocks des Russes et les stocks des Occidentaux. Et du coup, effectivement, ce ne sont pas des armes qui datent qui sont vraiment neuves pour une grande partie chez les Russes, mais ils compensent la technologie qui peut être inférieure à celle des Occidentaux dans certains domaines par l'effet de masse. Oui, c'est ça. Exactement aussi par le nombre de soldats qu'ils Avoir ont des par munitions rapport en aux bonne qualité, Ukrainiens. etc. Exactement. Ouais, c'est ça. Et par exemple, les vieux chars russes dont tout le monde disait qu'effectivement ils faisaient quand même un peu des catis, ils les ont enterrés dans les fameuses lignes de défense dont on parle maintenant pour empêcher les Ukrainiens d'avancer. Ils les ont enterrés et ils les utilisent pour tirer simplement. Ils ne Incroyable. bougent plus. Ah oui, Donc, ils utilisent simplement le utilisent canon. comme artillerie en fait. Voilà, ils Incroyable. utilisent le canon. En plus, Donc c'est pour ouais. ça qu'ils ont un stock quasiment inépuisable. D'autant qu'en effet, ça fait plusieurs mois qu'on savait que les Russes étaient vraiment passés à la vitesse supérieure concernant la production. Après, quand ils disent qu'en un mois, ils fabriquent autant qu'en une année, ça fait partie aussi de la guerre de propagande. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça les services occidentaux l'ont confirmé, c'est qu'ils produisent beaucoup plus, évidemment, qu'avant le début de la guerre. Et évidemment, monsieur l'ambassadeur, les stocks soviétiques ne sont pas en Ukraine. Hein. Ils sont tous Non. restés en Russie. Et j'ajouterais que dans le fond, l'Union soviétique et la Russie, que nous avons longtemps traité d'archaïque, en effet, n'avaient pas de cost killer dans leur entreprise, c'est-à-dire des contrôleurs de gestion qui disaient « Qu'est-ce que vous faites avec ce stock qui sert à rien? Ça coûte de l'argent, supprimez-le ». Par conséquent, ils les ont gardés. Ah oui, c'est ça. Et oui. Ouais, ça. Et nous, on les a supprimés parce qu'on a rationalisé toutes nos entreprises et qu'on a demandé à l'armée. Les gens du ministère des Finances ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui coûtent de l'argent? Il faut les supprimer. Ce stockage, ça coûte Donc cher. on est un peu victime de notre idéologie de rentabilité maximum Ouais. au niveau de l'entreprise, au niveau des institutions militaires, au niveau des institutions publiques. Et on voit que quand on garde des produits qui sont périmés, ça peut poser des problèmes. À cas les masques pendant le Covid. Exactement. Voilà. Ça avait été, non mais c'est vrai, Pareil, ça avait fait un scandale, hein, parce sûr. qu'on avait des stocks. Alors qu'eux ont gardé des stocks énormes. Alors effectivement, l'Ukraine probablement n'avait pas été passée à l'idéologie productiviste, plus efficace, et puis beaucoup d'usines ont fermé entre-temps.